Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2692 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 27 novembre avec des anniversaires. Donc voici tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc il y en a pas mal, c'est vrai que c'est pas trop des joueurs hyper connus. Voilà, il y en a plein qui fêtent leur anniv aujourd'hui. On continue les gars, on va parler de ce qui s'est passé ce week-end. Comme tous les lundis, on fait le débrief des 5 gros championnats en Europe et on commence comme d'habitude avec le championnat français. Lyon contre Lille, c'était le gros match de la Ligue 1 hier soir et c'est Lille qui est venu s'imposer 2-0 du côté de Lyon. David et Santos, les deux buteurs, donc ces deux buts inscrits coup sur coup, 27e et 32e minute, donc en gros en 5 minutes, Lille a marqué 2 buts et après le score n'a plus bougé, donc ça fait les affaires lilloises et pas du tout les affaires lyonnaises. Pourtant Lyon, on se souvient avant la trêve, ils avaient réussi à prendre 3 points du côté de Rennes, mais là, à domicile, ils n'arrivent pas. Cette saison, c'est une catastrophe. Donc, les stats de la partie, donc, la possession un tout petit peu côté lillois, enfin un petit peu plus. Donc, les tirs, 15 tirs pour Lille, 11 pour l'équipe de Lyon. Lyon, ils ont quand même 5 tirs cadrés, mais que des arrêts, bien sûr, du gardien lillois. Alors que Lille, 8 tirs cadrés, eux, pour 2 buts inscrits. Donc, on va dire, en gros, c'est l'équipe qui a le plus tenté, qui s'est imposée hier lors de cette rencontre. Et les deux doigts dans la crise, cette équipe lyonnaise qui est déjà dans la crise depuis pas mal de temps, mais là, vraiment, c'est le fond. Vraiment, c'est très compliqué actuellement à l'équipe de l'OL. Et regardez, ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui en perdition, tout simplement, cette équipe. Donc, avec cette nouvelle défaite à domicile, Lyon reste bon dernier de la Ligue 1, alors que les choix de son entraîneur Fabio Grosso interrogent de plus en plus. La question du maintien devient omniprésente. De son côté, Lille pointe à une longueur du podium. C'est vrai que Lille, bon, ça va bien, ils sont proches du podium. Mais Lyon, les gars, il va falloir commencer à se poser la question. Est-ce que Fabio Grosso, c'est l'entraîneur qu'il faut, l'homme de la situation du côté de Lyon? Pas sûr. Et Laurent Blanc en début de saison, Grosso est arrivé il y a à peu près un mois et on pense déjà le virer à cause des mauvais résultats encore du côté de Lyon. Donc Grosso a raté son plan et son plan A et son plan B. Donc le journal L'équipe note à chaque fois les joueurs, il note également l'entraîneur, donc une note de 2 par rapport au choix qu'il a fait de mettre ce genre titulaire à la place de l'autre, tout ça. Et du coup une mauvaise note bien sûr pour Fabio Grosso. C'est vrai que ça sent très mauvais pour lui. Je pense qu'il se fera virer là dans les prochaines semaines les gars, et qu'un nouveau entraîneur devrait débarquer du côté de Lyon. Et Grosso, il a dit garder confiance malgré la nouvelle défaite contre Lille. Bon, c'est compliqué à garder de la confiance quand tu enchaînes défaite sur défaite. Donc il essaie de sortir un peu de positif, mais c'est très compliqué à trouver du positif actuellement du côté de Lyon. Et le bilan de Lyon au Parc OL, c'est quand même fou les gars. Ils ont joué 7 matchs cette saison à domicile, je vous parle, pour 3 nuls et 4 défaites, mais surtout 0 victoire. Ils n'ont pas gagné le moindre match à domicile. On va être quasiment début décembre. Le championnat a repris depuis le mois d'août. Aucune victoire pour Lyon à domicile. Catastrophe. Et bien sûr, une série comme ça, c'est quasiment historique. Donc c'est la première fois depuis 1960 que Lyon enchaîne 7 matchs sans victoire à domicile. Ça faisait plus quasiment 70 ans que Lyon n'avait pas réalisé un début de saison comme ça, aussi catastrophique à domicile, avec aucune victoire au bout de cette rencontre. Alexandre Lacazette, donc Lacazette, on peut dire qu'il a perdu sa place de titulaire contre Rennes avant la trêve. Il avait commencé sur le banc, il avait joué la deuxième mi-temps. Là ça a été la même chose, il a commencé sur le banc, il est rentré à la mi-temps. Bon, il n'a pas réussi à marquer, mais voilà. Peut-être par rapport au choix, je dis de Fabio Grosso, c'est pour ça peut-être qu'il a été noté très avec une note de 2, parce que voilà, il a mis peut-être Lacazette de nouveau sur le banc. Et côté lillois, parce que là on a parlé que côté Lyon, mais côté lillois, donc parfait. Et le réveil plutôt de Jonathan David, parce que lui ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué, et il a marqué, ça fait plaisir pour lui. Donc David, buteur en Ligue 1 pour la première fois depuis le 27 août, il n'avait pas marqué le moindre but, donc félicitations à lui. Donc c'est seulement son 3e but de la saison. Comme j'ai dit, ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas marqué, mais voilà, c'est bien, il a retrouvé le chemin défilé, Jonathan David. Et à noter aussi que Samuel Umtiti a fait son retour à Lyon sous les applaudissements du Groupama Stadium. Il a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu en toute fin de match, il y avait 2-0, le match était fini. Et voilà, et du coup, n'oubliez pas que c'est un ancien joueur de Lyon, il a été applaudi, il n'a pas été sifflé par ses anciens supporters. On continue les gars, on va parler cette fois-ci du Stade Rennais qui joue contre le Stade de Reims et victoire des Rennais 3-1. On se souvient leur dernier match à domicile, ils avaient perdu contre Lyon. Cette fois-ci ils se sont remis dans le bon chemin et surtout c'est la première de Julien Stéphan, le nouveau coach. Une première réussie avec une victoire 3-1 de Guiri, Bourigeaud et Arthur Tété, les 3 buteurs côté Rennais contre un but de Diakité côté Stade de Reims. Donc les stats de la partie, pour voir que Reims a eu plus de tirs, 5 tirs de plus, mais les tirs cadrés c'est pareil, 5 tirs cadrés pour les deux équipes et c'est Rennes qui a été plus efficace que l'équipe de Reims. Donc retour réussi pour Julien Stéphan qui faisait son retour sur le banc, parce qu'on n'oublie pas que pendant la trêve là, Bruno Genesio a été viré, Stéphan est revenu
Donc Stéphane, c'était l'ancien coach de Rennes avant que Genesio arrive. Donc il est revenu en gros en poste. Donc Rennes remet les gaz en une du journal L'équipe aujourd'hui pour leur premier match depuis le retour de leur nouveau coach, Julien Stéphane. Les Bretons ont renoue avec la victoire, de quoi remonter à la 10e place malgré la victoire. Heureusement qu'ils ont gagné parce qu'ils sont quand même toujours 10e, ils sont loin quand même au classement, cette équipe rennaise. Et concernant Bourigeaud, parce qu'avec Genesio c'était le capitaine de cette équipe, avec le nouveau coach Julien Stéphane, lui a retiré le brassard de capitaine, maintenant c'est Mandanda le capitaine. Mais il a fait un gros match Bourigeaud, malgré qu'il n'est plus capitaine. Donc un but et une passe D, une note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. On va parler cette fois-ci de l'Olympique de Marseille qui jouait samedi soir du côté de Strasbourg. Score final 1 partout, c'est vraiment très... On parlait tout à l'heure de l'OL où c'était inquiétant. Marseille, c'est pareil les gars, c'est vraiment inquiétant. Donc 2 buts inscrits en première période, 30 minutes de jeu, le score était fini de 1 partout. Donc les statistiques bien sûr de cette rencontre à Marseille, c'est seulement 3 tirs cadrés dans le match. Strasbourg les gars, c'est 7 tirs cadrés. Ils ont marqué un but, c'est-à-dire qu'il y a eu 6 arrêts de Paul Lopez. Heureusement qu'il était là, le gardien espagnol. Sinon, ça aurait été certainement défaite. Et l'OM rate le coche. C'est vrai que Marseille, normalement, sur le papier, peut-être supérieur à Strasbourg, mais c'est toujours compliqué de toute façon d'aller jouer à Strasbourg. Et voilà, ça peut-être se sort plutôt bien quand même Marseille avec ce point du match nul. Et si loin du compte, tout simplement, une du journal L'équipe. C'était la version d'hier, dimanche, au lendemain du match. Donc l'OM totalement débordé. Ils ont fait une deuxième mi-temps catastrophique. J'ai regardé un peu le match. Ils n'ont pas été bons en deuxième mi-temps. Ça a été très très faible. On peut s'estimer heureux d'avoir sauvé le nul en Alsace. Avec 14 points en 12 matchs, il affiche un retard important sur les prétendants aux places européennes. Parce que là, la saison prochaine, jouer la LDC pour Marseille, qui est l'objectif du club chaque saison, bien sûr, c'est de finir sur le podium. Là, ça va être très très délicat pour eux. Parce qu'ils sont très très loin, ils ont perdu déjà trop de points en ce début de saison. Et l'équipe a été nulle, c'est Gattuso qui a dit ça à la fin du match. Donc il a dit c'est la pire mi-temps que j'ai vue depuis que je suis à Marseille. En parlant de la deuxième période. En deuxième mi-temps, tout est à jeter en gros. Ils ont été totalement dominés par l'équipe de Strasbourg. C'est pour ça que ça en sort plutôt bien avec ce point du match nul Marseille, parce qu'ils auraient certainement mérité de perdre lors de ce match. Et le bilan de Gattuso avec l'OM, si on regarde après, ça fait combien? Ça fait 3, 4, 5, 6 matchs. C'est pas bon. Voilà, on parlait de Grosso tout à l'heure avec Lyon, mais lui aussi c'est pas bon les gars. Seulement une victoire, 2 nuls et 3 défaites. On parle en Ligue 1. Marseille est actuellement 9e et pourrait même se retrouver 13e. Bon, après avec les autres matchs qui ont été joués hier. Donc voilà, ça va pas. Et c'est vrai que Gattuso avec ce bilan catastrophique, parce que pour moi c'est catastrophique ça. Donc il réalise le pire départ de sa carrière d'entraîneur sous les couleurs, il réalise le pire départ d'un entraîneur sous les couleurs de l'OM dans l'élite depuis 2002. Jamais un entraîneur de l'OM avait fait aussi pire que lui, depuis 2002, depuis plus de 20 ans. Donc le coach italien n'a gagné que 5 points pour ses 6 premiers matchs avec le club olympien en Ligue 1. Lui aussi, peut-être si ça continue, la question va être posée aussi, est-ce que c'est l'homme de la situation du côté de Marseille. Et Lizarazu, hier sur l'émission Téléfoot, il a dit l'effet Gattuso, on ne le voit plus. Il y avait peut-être l'effet... Quand il est arrivé, il avait remplacé l'ancien coach Marcelino, peut-être les 1 ou 2 matchs qui avaient suivi, mais maintenant on ne le voit plus, l'effet Gattuso, la grinta qu'il avait amené aux joueurs lors de son arrivée. Donc il a dit c'est très inquiétant pour l'OM, c'est pour ça que aussi du côté de Marseille, plus un club où les entraîneurs défilent, c'est pour ça que peut-être un nouveau coach pourrait peut-être débarquer très prochainement. Et Kondogbia tient appel à ses coéquipiers à se remettre en question. Donc c'est le capitaine Marseille, Kondogbia, il a dit on n'est pas à notre place maintenant, la réalité elle est là. Il faut que chacun se regarde dans la glace et redouble d'efforts, ça passe par le travail pour revenir avec d'autres intentions. C'est sûr qu'on n'est pas heureux quand on ne gagne pas. On a pris un but assez rapidement, mais on a très bien réagi à la mi-temps. On s'est dit qu'on devait rester sur cet état d'esprit-là et essayer d'appuyer. Ça n'a pas été le cas, parce que la deuxième mi-temps a été catastrophique. On a raté notre deuxième mi-temps, ça nous a mis en difficulté. Quand on ne gagne pas, c'est toujours difficile. On veut gagner avec de bonnes sensations, nous de prendre conscience de la situation, de travailler. Donc voilà les mots forts du capitaine marseillais à la fin de cette rencontre. On va parler d'un joueur, lui, qui répond présent à Marseille, c'est Jonathan Klaus. Et semaine magnifique la semaine dernière pour lui. Donc buteur avec l'OM, c'était samedi soir. Et buteur avec l'équipe de France face à Gibraltar lors de la dernière trêve internationale. Paul Lopez aussi, un beau match de sa part, une note de 7. J'ai dit, il a fait quand même 6 arrêts. Il y a eu 7 tirs cadrés de Strasbourg, donc 6 arrêts de Paul Lopez, 7. Et Vitinha, lui a très peu pesé en attaque, une note de 3 pour l'attaquant portugais. Et le très beau parquage marseillais à Strasbourg, c'est qu'il y a de nombreux supporters de l'OM qui ont fait le déplacement du côté de Strasbourg comme d'habitude. Et Vieira, donc cette fois-ci on va parler un peu côté strasbourgeois. Donc Vieira, le coach, est content et surtout satisfait de l'apport de Kevin Gamero. Il a dit l'expérience de Gamero nous a fait énormément de bien. Son intelligence, sa qualité technique, je n'avais pas de raison de le sortir. Il était bien physiquement, donc voilà en gros pourquoi. Et il a joué tout le match avec Kevin Gamero. Et toujours sur ce match, les gars, on va parler de Daniel
Lupoja. Donc c'est un ancien joueur de Strasbourg, mais il y a pas mal d'années, je me souviens de ce joueur qui avait une crête blonde à l'époque, donc on l'a pu le voir parce qu'il a fait le coup de voix fictif, on peut dire, de ce match. Et on peut voir qu'il a laissé pousser les cheveux et aussi la barbe, l'ancien joueur de Strasbourg. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de la surprenante équipe de Nice. Quelle équipe, donc ils jouent contre Toulouse. Bon, petite victoire 1-0, mais que ça soit 1-0 ou 6-0, c'est pareil au classement, ça donne 3 points de plus. Donc Terem Moffi, l'unique buteur du match, donc on a une victoire de plus pour l'OGC Nice. Donc les stats de la partie, regardez Nice, c'est une équipe efficace, 8 tirs, Toulouse c'est 19 tirs. Il y a 10 tirs, enfin même 11 tirs de plus pour Toulouse que Nice. Mais Nice, voilà, c'est Toulouse, c'est le même nombre de tirs cadrés, 3 tirs cadrés de 2 équipes. Et Nice a été plus efficace que les Toulousains. Et la une du journal L'équipe, donc Nice rock d'azur, tout simplement par rapport à cette équipe qui réalise un énorme début de saison. Et c'est tout simplement un record, c'est tout simplement, on peut dire, historique du côté de la Ligue 1. Le GC Nice devient la première équipe de l'histoire de la Ligue 1 à ne pas avoir été menée au score après 13 journées. Ils n'ont toujours pas été menés au score, ils ont pris très peu de buts en ce début de saison. Et voilà, jamais c'est arrivé. Jamais une équipe avait enchaîné 13 matchs d'affilée, 13 premiers matchs de la Ligue 1 sans avoir été mené. Nice le fait, ils pourront garder, je pense, ce record très longtemps. Donc Nice n'a plus encaissé le moindre but depuis 720 minutes de jeu. La dernière fois, c'était face au PSG le 15 septembre dernier, mais ils n'étaient pas menés, là. Ils menaient au score, eux, et le PSG avait juste réduit le score. Donc voilà, c'est pour ça que cette série-là continue pour les Niçois. Et le début de saison est complètement fou. Donc 13 matchs, 8 victoires, 5 nuls, 0 défaites. Ils n'ont toujours pas perdu, cette équipe niçoise qui a encaissé très peu de buts. Seulement 4 buts encaissés, les gars, en 13 matchs quand même de Ligue 1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est bien évidemment la meilleure défense en France et aussi dans les gros championnats en Europe. Aucune équipe fait mieux que le GC Nice. Regardez, c'est une équipe qui prend pas de but et qui n'en marque pas non plus beaucoup. Donc par exemple Nice, les gars, ils ont marqué 14 buts depuis le début de la saison parce qu'ils étaient à 13 avant le match qu'ils ont joué ce week-end. Donc là ils en ont marqué un nouveau, donc 14. Et 14 en gros c'est le même nombre de buts inscrits par Mbappé, le meilleur buteur de la Ligue 1. Donc ils marquent très peu mais ils encaissent très peu de buts. Donc du coup des victoires 1-0 ça suffit. Ça me fait penser un peu au Barça saison dernière qui avait gagné le championnat avec beaucoup de victoires 1-0. Mais regardez, lui, ils gagnent beaucoup de fois 1-0 et ça suffit, ça donne 3 points à chaque fois au classement. Et l'unique buteur du match, c'est Terem Moffi. Et c'est vrai que lui aussi, ça faisait longtemps, on parlait tout à l'heure de David qui n'avait plus marqué depuis le 28 août. Lui aussi, lui, il n'avait plus marqué depuis le 15 septembre dernier après son doublé face au Paris Saint-Germain, c'était au Parc. Donc voilà, il a retrouvé le chemin des filets et c'est du coup avec ce nouveau but inscrit ce week-end son 4e but de la saison. Donc félicitations à l'attaquant Terem Moffi. Et la joie du vestiaire niçois après une nouvelle victoire face à Toulouse. Donc c'était la fête bien sûr. Et Dante, les gars, il a dit: je rêve d'entraîner Nice un jour, j'ai envie de laisser une empreinte. Donc déjà c'est le capitaine, ça fait longtemps qu'il est du côté de Nice et vraiment après sa carrière de footballeur, parce que bientôt il va prendre sa retraite, il commence à être âgé, mais il aimerait être entraîneur, voilà, vivre encore à Nice, tout ça, parce qu'il adore tout simplement cette ville magnifique qu'est Nice. Et juste le gros coup dur pour Nice, c'est Sofiane Diop qui est sorti sur blessure face à Toulouse. Nous pensons que c'est assez grave au vu de la douleur qu'il avait. J'ai parlé brièvement avec le docteur, on va faire une analyse plus précise de sa blessure dans les 48 prochaines heures. C'est l'entraîneur niçois qui a dit ça, Farioli. Le coup dur pour le joueur niçois qui pourrait être absent avec le Maroc pour la prochaine CAN. Donc c'est vrai que la CAN, les gars, ça démarre dans un mois et un peu un mois et demi. Et voilà, donc Sofiane Diop blessé, on ne sait pas, on espère que ça soit pas trop grave, bien sûr. Donc coup dur pour Nice et aussi pour le Maroc. Et toujours sur ce match, on finit rapidement avec Toulouse, l'adversaire qui a perdu. Donc le TFC cette saison en Ligue 1, c'est compliqué. Seulement 2 victoires en 13 matchs pour les hommes de Carles Martinez Novel. C'est que ça a gagné Liverpool, on se souvient, en Europa League, mais en Ligue 1, ils n'avancent pas, les gars. Seulement 2 victoires en 13 matchs. Ils vont jouer le maintien, bien sûr, jusqu'au bout. On continue avec Clermont contre l'équipe de Lens. Lens s'est imposé 3-0. C'était quand ce match, je crois que c'était samedi à 17h. Donc oui, Thomasson et Saïd, les 3 buteurs côté Lens soit. Donc voilà, ça a été un Lens très efficace. Regardez, comme 16 tirs, 10 tirs cadrés de Lens, c'est énorme. Pour 3 buts marqués, il y a eu beaucoup d'arrêts quand même du gardien de Clermont, qui a fait un gros match. Bon, il a fait comme une boulette par exemple, là, Moridio, habituellement très bon avec Clermont, a offert un sacré cadeau à Thomasson sur le 2e but lensois, où il sort, regardez, on peut le voir sur la photo du haut, il est même plus dans ses buts, je sais pas ce qu'il fait. Puis en gros, il a donné directement le but à Thomasson, le genre de Lens. Il n'y avait plus personne dans le but, donc il lui a offert le but. Et aussi, vous voyez les gars, qui a été buteur, et aussi nouvelle coupe de cheveux. Regardez la nouvelle coupe de cheveux de l'attaquant Eliway, auteur du premier but lors de la victoire 3-0. On continue les gars entre Lorient et Metz. Donc c'est Metz qui est parti s'imposer 3-2 du côté de Lorient, un match
palpitant avec 5 buts comme dans la rencontre. Donc les statistiques de la partie, donc 5 tirs cadrés pour les deux équipes, les attaquants étaient plutôt en forme avec beaucoup de buts comme inscrits. Et on va parler du premier buteur, Jack Sabali. Il a inscrit le premier but du match et pour le FC Metz au bout de 40 secondes de jeu. Il ne fallait pas arriver en retard les gars. Ils menaient déjà 1-0 puis à la fin du compte, ils ont gagné 3-2. Cette équipe de Metz. Et côté Lorientais, on va parler de cette pépite que je commence à de plus en plus parler parce qu'il est bon, il marque des buts. C'est le jeune Eli Junior Kroupi, encore buteur avec le FC Lorient. Aujourd'hui, il a seulement 17 ans ce joueur. Il a la même année que le jeune Warren Zaïmri. Donc il a déjà inscrit 4 buts et 2 passes D cette saison avec l'équipe de Lorient. Donc voilà. Un nom bien sûr, un pur talent bien sûr du côté de Lorient. Il y avait un Nantes contre l'équipe du Havre ce week-end. Bon, rien à dire sur ce match qui a déçu 0-0. C'est qu'il y a eu pas mal de buts dans les autres rencontres, mais là rien à dire. Donc pourtant Nantes a dominé 19 tirs, c'est énorme pour 3 tirs cadrés. Bon là, beaucoup de frappes hors cadre pour 0 but marqué. Bon le Havre les gars, c'est 0 tir cadré dans le match. Voilà, bon ça a été un match triste, mais on va juste parler d'André Ayew et c'est incroyable. André Ayew qui a signé il y a 2 semaines du côté du Havre. Donc il a joué hier, il est entré en cours de jeu. Donc il a pris un carton rouge 2 minutes et 25 secondes après son entrée en jeu pour ce retour en Ligue 1. Donc regardez la grosse faute qu'il a fait, grosse semelle. Carton rouge direct au bout de 2 minutes. Donc voilà. Et les cartons rouges les plus rapides pour un remplaçant en Ligue 1 depuis 2006. Donc il y a Mendy, Benjamin Mendy qui avait pris un rouge au bout de 47 secondes. Il y a Yohan Cabaye qui 52 secondes. Donc André Ayew, voilà, il est dans le top 5 en gros des joueurs qui sont rentrés en cours de jeu en tant que remplaçant et qui ont pris un rouge le plus rapidement possible. En plus, lui, c'était ses premières minutes, ses premières secondes du côté du Havre. On continue avec Montpellier contre l'équipe de Brest et c'est Brest qui réalise la très bonne opération s'imposant 3-1 du côté de Montpellier. On peut voir tous les buteurs de la rencontre. Donc les stats c'est pareil, regardez 17 tirs pour les deux équipes, 5 tirs cadrés pour les deux équipes, c'est parfaitement pareil et c'est Brest qui a été plus efficace que Montpellier au vu du tableau d'affichage. Et concernant cette rencontre, c'est un peu débordé avant et après le match. Donc le quart des supporters de Brest qui avaient fait le déplacement à Montpellier a été pris pour cible par les supporters montpelliérains. Des vitres ont volé et ont été brisées, mais personne n'a été blessé. Donc déjà, ça c'est la bonne nouvelle, personne n'a été blessé. On peut voir qu'il y a des cailloux qui ont été jetés. Ça nous fait penser à ce qui s'était passé lors du match l'avant-match Lyon contre Marseille. Là, ça a été un peu la même chose hier du côté de Montpellier. Donc là, c'est pas le bus des joueurs de Brest, mais c'est plutôt le bus des supporters de Brest qui a été caillassé. Mais bon, c'est la même chose, bien sûr. Et 3 supporters brestois ont été interpellés pour avoir possédé des matraques et engins pyrotechniques lors de cette rencontre de ce week-end. Du coup, on a parlé de tous les matchs de la Ligue 1. Il y a juste PSG Monaco qu'on n'a pas parlé parce que j'en ai parlé samedi. Donc le PSG s'est imposé 5-2. Donc ça fait plaisir parce qu'il y a eu beaucoup de buts. N'oubliez pas que les 2 dernières journées, il y a eu un coup 13 buts, un coup 12 buts en Ligue 1. Avec tous les matchs cumulés. Donc là, rien que PSG Monaco, il y a eu 7 buts. Je sais pas, Metz Lorient, il y a eu 5 buts. Voilà, il y a eu pas mal de buts et ça fait plaisir du côté de la Ligue 1. Parce que nous, on ne veut plus revoir des 0-0. On n'aime pas. On veut du spectacle. Du côté de la Ligue 1, toujours l'équipe de la semaine, pas mal de Parisiens, comme Fabien Ruiz, comme Dembélé, comme Gonzalo Ramos, ils ont été bons. Bourigeaud, Gouiri, Sanson, Medina ou même Thiago Santos, un buteur avec Lille hier contre Lyon. Il est bien évidemment présent. Les meilleurs buteurs de la Ligue 1 après cette nouvelle journée, donc Mbappé, il a marqué un but, donc du coup il monte son total à 14. Il a le double par rapport à Adams qui est le deuxième, c'est l'attaquant montpelliérain qui reste à 7. Et après on peut voir tous les autres joueurs. Donc là c'est vraiment domination totale bien sûr de Kylian Mbappé. Et le classement, donc le PSG en tête, 1 point d'avance devant Nice. Regardez Nice, comme j'ai dit les gars, seulement 4 buts encaissés, on peut voir dans BC, donc c'est buts concédés en gros 4 et buts marqués 14 seulement. Regardez, ils ont quand même 20 de moins que le PSG et moitié moins que Monaco quand même. Et 14, je dis, c'est le même nombre que Kylian Mbappé qui a déjà inscrit 14 en Ligue 1, c'est fou. Donc voilà, donc Nice, Monaco, Lille et Reims. Donc Marseille, concédé le nul, ils sont 12e et Lyon, bon dernier avec 7 points. Lyon, ils sont déjà à moins 12 en différence de buts. On parle rapidement de la Ligue 2 comme tous les lundis les gars. Donc on va parler de Laval qui s'est imposé à Dunkerque. Et Laval c'est quand même impressionnant cette saison. 10 victoires, 2 nuls, 3 défaites. C'est fou ce qu'ils sont en train de réaliser. Ils ont joué le maintien la saison dernière. Ils se sont sauvés lors de la dernière journée. Et là c'est une équipe qui peut prétendre pourquoi pas monter en Ligue 1 saison prochaine. Et Saint-Etienne eux qui avaient bien commencé la saison. Là les 3 derniers matchs c'est de nouveau une défaite. Et ça fait 3 défaites d'affilée surtout. On voit que quand l'Arseneur le gardien est là et quand il n'est pas là c'est pas pareil. Quand il est là donc c'est 11 matchs, 2 défaites, c'est clean sheet, seulement 7 buts encaissés quand il n'est pas là parce que je crois qu'il est blessé actuellement. Donc c'est 4 matchs, 3 défaites, 1 clean sheet, 7 buts encaissés. Donc c'est qu'avec l'autre gardien qui le remplace actuellement, ça se passe pas du tout bien du côté des Verts. Sinon tous les autres résultats de cette
journée de Ligue 2. Ce soir, il y a un match Angers contre l'équipe de Caen. Et niveau classement, ça donne quoi? Donc toujours dominé par Laval, devant Angers. Tiens, Angers qui joue ce soir, ils peuvent se rapprocher de Laval. Après, il y a Grenoble, la Auxerre et l'équipe de Guingamp, 5 premières positions. Concernant Saint-Etienne, eux sont juste la 6e position. On quitte la France, direction maintenant l'Angleterre, et on commence avec ce gros match, c'était samedi en début d'après-midi, Manchester City contre Liverpool, un partout. Haaland et Alexander-Arnold ont été les deux buteurs de la rencontre. Donc City c'est 16 tirs, c'est 5 tirs cadrés, c'est un but. Liverpool c'est 3 tirs cadrés, ils ont été efficaces en deuxième période en marquant ce but de l'égalisation d'Alexander-Arnold. Et City les gars, quand on pense à cette équipe qui enchaînait victoire sur victoire à domicile, c'est fini, fin de série pour eux. Les Citizens restaient sur une série de 23 victoires à domicile, toutes compétitions confondues. Leur dernier match à l'Etihad Stadium remontait, dernier match nul, je vous parle, vous n'avez pas gagné en gros, remontait au 31 décembre 2022, ça faisait 11 mois quasiment jour pour jour qu'ils avaient enchaîné que des victoires à domicile, que ce soit LDC, FA Cup, Premier League, peu importe la compétition. Et du coup ils n'ont pas gagné, du coup la fin de série pour eux, mais c'est bien sûr un record pour eux, jamais ils ont enchaîné autant de victoires à domicile. Donc 23 victoires d'affilée pour cette équipe de City. Et on va parler de Haaland qui a marqué le premier but du match, il y a eu un partout, donc c'est lui qui a ouvert le score côté Manchester City. Il vient de marquer quand même son 50e but du côté du championnat anglais. Et c'est simple, il devient le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 50 buts en première ligue en termes de matchs joués. Donc il bat l'ancien recordman, c'est Andy Cole, un ancien joueur de Manchester United. Donc lui, il avait eu besoin de 65 matchs pour inscrire ses 50 premiers buts en première ligue. Et Haaland fait mieux, il lui a fallu 48 matchs pour inscrire ses 50 premiers buts. Il fait quasiment mieux de 20 matchs, c'est énorme. Regardez, avant c'était serré entre Cole, 65, Alan Shearer, 66, Ron Van Nistelrooy, 68. Et Haaland, les gars, c'est 20 matchs de moins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, c'est incroyable ce qu'il a réalisé. De 48 matchs, 50 buts pour Erling Haaland du côté de cette équipe de City en première ligue. Et à noter, les gars, sur ces 50 buts inscrits, sur 50 buts en 88 tirs cadrés. Donc là aussi c'est efficace. Il y a eu seulement 38 au tir cadré où ça a été des arrêts du gardien. Donc là, la stat aussi exceptionnelle pour l'attaquant norvégien. L'autre côté, donc Liverpool, il y a bien sûr un buteur, vu qu'il y a eu un partout. Donc c'est Arnold, les gars, du coup, qui met fin à cette série de 23 victoires de suite de Manchester City à l'Etihad Stadium. Et regardez le chute qu'il a fait tout simplement supporter de Manchester City, le défenseur Alexander Arnold, bien évidemment. Donc il a fait ça devant les supporters de City. On peut voir, si on zoome un petit peu, voilà ce qu'il faisait. Bon, il y en a qui font des doigts d'honneur, on va pas se mentir. Il y en a qui font deux, peut-être par rapport à la deuxième place de Liverpool, enfin il y a quelques années où à chaque fois City finissait devant l'équipe de Liverpool. Donc voilà, bien sûr le chambrage de Arnold. Et à noter les gars qu'Alexander Arnold avait une paire de crampons magnifiques, les Predators blancs et rouges là, parce qu'il est passé en gros avec Adidas. Avant il avait un ancien sponsor, je ne sais plus c'est qui, mais là il est passé la semaine dernière avec Adidas. Il a porté ses magnifiques paires de crampons lors de cette rencontre. Et le respect entre Alexander Arnold et le coach adverse, donc Pep Guardiola. Bon, il y avait un peu moins de respect entre Guardiola et Darwin Nunez, les deux se sont embrouillés à la fin de la rencontre. Et on va parler aussi de Jérémy Doku. Donc lui a réalisé 11 dribbles contre Liverpool. Aucun joueur n'a fait mieux lors d'un match de Première Ligue cette saison, pour vous montrer encore le gros match de la part de Jérémy Doku. N'oubliez pas que lors du dernier match avant la trêve, il a réalisé 4 passes D lors d'une rencontre. Et toujours sur ce match, les gars, une banderole Première Ligue égale corrompu survole actuellement l'Etihad Stadium. Donc une action réalisée par les supporters d'Everton qui a récemment écopé d'un retrait de 10 points pour non-respect du fair play financier. On en a parlé là ces derniers jours. Et du coup, tiens, on va parler maintenant de cette équipe d'Everton. On clôture la page là, City contre Liverpool. Et on va parler d'Everton. La colère des supporters d'Everton se fait ressentir au Goodison Park parce qu'hier, ils jouent à domicile contre Manchester United. On va parler de ce match. Mais bien sûr, eux, les supporters, ça passe pas du tout. Ce moins 10 points qu'ils ont pris au classement. Donc nous sommes Everton et nous serons Everton pour toujours. Nous ne bougerons pas d'ici. Nous nous battrons de toutes nos forces pour les gars au maillot bleu royal. Donc la banderole des supporters d'Everton après la pénalité de 10 points au classement. Maintenant, ils sont avant-dernier de cette première ligue. Donc voilà, c'était un petit peu... ils ont fait une manifestation contre l'appel par rapport à ces 10 points. Et du coup, on va parler de leur match parce qu'ils avaient besoin bien sûr de prendre des points après leur moins 10. Et je continue United. Manchester, ils ont pris un 3-0. Donc Garnacho, Rashford et Marcel ont été les 3 buteurs côté Manchester United. Donc les stats, regardez quand même, à Everton c'est plus de 24 tirs, c'est quasiment le triple par rapport à Manchester United. En termes de buts, il y a quand même 3 buts inscrits par Manchester, 0 pour Everton, à 24 tirs, 0 but en gros inscrit. Il y a eu 6 tirs cadrés, donc 6 arrêts d'André Onana qui a fait un énorme match.
Donc Manchester United très efficace, 4 tirs cadrés, 3 buts inscrits dans cette rencontre. Et du coup, cette équipe de Everton avec cette défaite sont 19e avec 4 points, à 5 points du premier non relégable. N'oubliez pas qu'ils avaient 14 points, ils sont maintenant qu'à 4 points de ce classement de Première Ligue. On va parler du bijou, cette masterclass inscrit par Garnacho. Donc 3e victoire de suite déjà pour Manchester United. Et on se rappellera surtout du but extraordinaire de Alejandro Garnacho. C'est lui qui a inscrit le premier but du match, un retourné acrobatique, magnifique but. Donc il sera certainement élu, enfin il sera parmi les nommés du plus beau but au trophée Puskás, vous savez c'est le plus beau but de l'année à chaque fois, il sera certainement dans les prétendants, ce but qui est sublime, ça nous fait penser à celui de Wayne Rooney qu'il avait inscrit lors d'un derby un jour contre Manchester City, c'est à peu près pareil, vraiment pareil, le ballon a fini quasiment dans la lucarne opposée, magnifique but de Garnacho, il n'y a rien à dire, ça fait penser aussi à celui de Cristiano Ronaldo, son grand idole, parce que Ronaldo c'est l'idole bien sûr de Garnacho, et quand il a marqué ce sublime but, donc il a fait la célébration tout simplement de CR7 Garnacho, donc voilà, quel joueur, et surtout quel but inscrit par ce joueur argentin. Il a dit: je n'arrive pas à y croire, pour être honnête, je n'ai pas vu comment j'ai marqué, j'ai juste écouté la foule et j'ai dit oh mon Dieu, donc c'est l'un des meilleurs buts que j'ai marqué dans sa carrière. On peut le penser, en plus il est tout jeune, et c'est vrai que ça sera peut-être le plus beau but qu'il marquera dans sa carrière. Voilà, magnifique but de Garnacho. On continue les gars, on va parler de Rashford. Près de 3 mois après, Rashford retrouve enfin les filets, parce qu'il n'arrivait plus à marquer depuis plus de 3 mois. Donc c'est Bruno Fernandes quand même qui lui a fait un cadeau, parce que Bruno Fernandes normalement tire les pénaltys du côté de Manchester, et du coup il lui a laissé le pénalty pour que Rashford se remette en confiance tout simplement. Donc voilà, nouveau but pour Marcus Rashford. Et Martial également buteur, donc ça c'est plutôt inédit. Donc Martial n'avait plus marqué en première ligue depuis plus de 6 mois, et il a été le buteur du 3-0 hier lors de cette rencontre. On continue, on va parler d'Arsenal qui jouait du côté de Brentford, c'était samedi soir, et Arsenal fait la bonne opération. Après le nul, City, Liverpool, eux s'imposent. Donc une victoire 1-0. Kai Havertz, l'unique buteur du match à la 89e minute du match. Il ne restait plus rien. Enfin, il restait un peu quelques minutes. Puis il marque ce but en toute fin de match. Donc Arsenal a dominé. On peut voir les stats. Bon, les tirs cadrés, 4 pour Arsenal, 3 pour Brentford. Et Arsenal qui a été plus efficace. Et Arsenal prend la tête de la Première Ligue grâce au 200e match de Mikel Arteta. La tête d'Arsenal, toute compétition confondue. C'était son 200e match en tant que coach. Donc aucun entraîneur d'Arsenal n'a remporté plus de matchs. 116 matchs déjà gagnés en ces 200 premiers matchs dirigés par Arsenal, donc personne ne fait mieux. Même Arsène Wenger, quand il avait coaché les 200 premiers matchs du côté de Arsenal, il n'avait pas eu autant de victoires que Mikel Arteta. Donc voilà, ça se passe bien, on peut dire, pour Mikel Arteta du côté des Gunners. Et on va parler de Kai Havertz, qui joue encore défenseur gauche il y a quelques jours avec la sélection allemande. Donc il est rentré en jeu parce qu'il a commencé remplaçant, donc il est rentré en jeu, regardez, à la 79e minute de jeu, et 10 minutes après, en super sub, on peut dire, il a été buteur sur une passe D de Bukayo Saka. Donc voilà, gros coaching aussi de la part de Mikel Arteta, qui l'a fait rentrer en jeu pour son but, pour que Kai Havertz bien sûr marque l'unique but du match. Newcastle, qui a futur adversaire du PSG demain, donc il joue à domicile ce week-end contre Chelsea, et victoire de Newcastle 4-1. Donc Isaac, Lascales, Joelinton et Gordon ont été les 4 buteurs côté Newcastle. Donc Sterling a été buteur côté Chelsea, Reece James a pris double jaune, du coup rouge, pour parler rapidement du match. Donc les stats de la partie, ça a été un match dominé par Newcastle, qui est une équipe quand même très compliquée à jouer chez elle. On a pu le voir avec le PSG qui avait pris le même tarif, ils avaient pris je crois un 4-1 le PSG, on va leur prendre leur revanche demain bien évidemment. Et juste une petite info concernant le match, et du côté de Chelsea c'est un record, Thiago Silva, 39 ans et 64 jours, est devenu aujourd'hui le joueur de champ le plus âgé titulaire lors d'un match dans l'histoire de Chelsea. Jamais un joueur qui joue joueur de champ, pas gardien, avait commencé en tant que titulaire aussi vieux que Thiago Silva. C'est lui maintenant le détenteur du record. On va parler de Tottenham qui joue contre Aston Villa. Et c'est Aston Villa qui s'est imposé 2-1 du côté de Tottenham. Un Tottenham qui avait démarré très fort le championnat. Je l'avais dit, pour ceux qui me suivent tous les jours, je l'avais dit les gars, il y a quelques semaines, je ne les vois pas garder le rythme. Je vous ai dit un coup ils vont s'effondrer. Tiens, ils sont en train de s'effondrer totalement, l'équipe de Tottenham, qui enchaîne défaite sur défaite. Donc on peut voir déjà les 3 buteurs de la rencontre. On peut voir aussi les statistiques de la rencontre à Tottenham. Les gars, c'est quand même 8 tirs cadrés, seulement un but marqué. Il y a eu quand même 7 arrêts de Martinez qui a fait un match monstrueux, le gardien argentin. Et 3e défaite consécutive pour les Spurs, qui avaient enchaîné quasiment que des victoires ce début de saison. Donc il reste sur une défaite contre Aston Villa, Wolverhampton et Chelsea. Donc ça n'a pas fort actuellement pour l'équipe de Ange Postecoglou. Et quel coup dur également pour Rodrigo Bentancur, qui sort sur blessure alors qu'il revenait d'une rupture des ligaments croisés. Il avait raté 9 mois de compétition et il a pris un gros tacle ce week-end. Et on espère rien de grave pour lui. Il a blessé pendant 9 mois, il revient à la compète puis il se blesse de nouveau. Donc dès que j'ai des nouvelles, je vous dirai ça bien sûr plus tard concernant Bentancur.
Bentancur. Et concernant Aston Villa, parce que c'est eux qui sont imposés quand même du côté de Tottenham, donc le bilan d'Aston Villa est excellent cette saison, 14 victoires, 1 nul, 5 défaites, toutes compétitions confondues, si on prend aussi l'Europa Conference League, la compétition qui joue, la compétition européenne, donc ça se passe bien pour eux. On va parler de leur gardien Martinez, je dis, le gardien argentin qui a fait un match monstrueux, des fois il fait des boulettes, mais voilà, hier il a été très important pour son équipe. Et Boubacar Kamara aussi, l'ancien Marseillais, il a été énorme hier aussi du côté de Tottenham, masterclass sur masterclass, donc c'est vraiment le patron du milieu du 4e de Première Ligue, parce qu'Aston Villa est actuellement 4e de ce championnat anglais. Du coup, tous les autres résultats, donc je sais pas, tiens, qui j'ai pas parlé, Luton Town s'est imposé 2-1 contre Crystal Palace, à noter que Brighton s'est imposé 3-2 contre Nottingham, à noter que Ansu Fati, les gars, auteur d'un bon début de saison, est de nouveau sorti sur blessure aujourd'hui, en espérant que ça soit rien de grave pour Fati. Et on va parler aussi de Sheffield là contre Bournemouth s'est imposé 3-1, et côté Bournemouth, les gars, Justin Kluivert a été buteur face à Sheffield, une victoire 3-1 pour Bournemouth. Kluivert est le deuxième joueur du 21e siècle à marquer dans les 5 grands championnats européens, avec l'AS Roma, avec Nice, avec Leipzig, avec Valence. Il n'a toujours pas marqué avec Bournemouth en première ligue, chose faite. Donc le premier joueur, je crois que c'est Jovetic qui a réalisé cet exploit. Donc voilà, Justin Kluivert est le deuxième à mettre son nom par rapport à cet exploit quand même de marquer dans les 5 gros championnats en Europe. Niveau classement, ça donne quoi? Donc Arsenal réalise la bonne opération avec sa victoire, vu que City et Liverpool ont fait nul. Donc on peut voir ces séries. Regardez, Aston Villa 28, ils ont le même nombre de points que Liverpool et 2 points de retard seulement sur Arsenal. Donc ça va fort. Donc Tottenham, eux, qui avaient très bien commencé. Regardez, ils étaient à 8 victoires, 2 nuls avant les 3 défaites qu'ils ont fait. Donc là, ils ont enchaîné 3 défaites. Donc là, ils descendent au classement. 5e, Manchester United, 6e, ou même Chelsea est toujours très loin au classement. Ils sont à la 10e position. Direction cette fois-ci, la Liga. On commence avec le Real Madrid qui joue du côté de Cadiz hier. Et belle victoire du Real Madrid, 3-0. Rodrigo, doublé et un but de Jude Bellingham. Donc les stats de la partie. Donc le Real efficace, 5 tirs cadrés pour 3 buts inscrits. Donc rien à dire. Magnifique soirée, on peut dire, hier pour les joueurs madrilènes. Et le Real reprend provisoirement la tête de la Liga avec un bilan quasi parfait. C'est 11 victoires, c'est 2 nuls et seulement une défaite. C'était contre les voisins de l'Atlético Madrid. Sinon, c'est beaucoup de victoires. Donc on va parler aussi d'un joueur, les gars, qui est très bon actuellement. C'est Rodrigo, auteur d'un doublé et d'une passe D. Donc sur le but de Bellingham, c'est lui qui fait la passe D. Donc en gros, décisif sur les 3 buts, Rodrigo. Donc le Brésilien est en feu ce mois-ci sous les couleurs du club merengue. Regardez par exemple ses derniers matchs. On peut voir déjà quoi, c'est une note en bleu, les gars, c'est qu'il est élu homme du match. Donc souvent élu homme du match, on peut voir souvent par exemple 2 buts, une passe D, 2 buts, 2 passes D, ou 1 but, une passe D. Donc voilà, Rodrigo actuellement, ça se passe très très bien au niveau statistique. On va parler de l'autre buteur, c'est Jude Bellingham, lui aussi, on sait qu'il fait un début de saison énorme. Donc de retour de blessure, parce qu'il était blessé à l'épaule, il avait loupé les 2 matchs avec l'Angleterre, donc il rejoue, et de nouveau buteur, donc 15 matchs depuis son premier match au Real, pour 14 buts inscrits et 3 passes décisives, incroyable les stats de Jude Bellingham, et 14 buts inscrits cette saison, c'est son même total par rapport à la saison dernière, toute compétition confondue avec Dortmund. Il avait inscrit 14 buts, mais jusqu'au mois de juin. Donc là, il est déjà 14 buts, mais on est seulement fin novembre. Donc on pense qu'il va encore marquer, qu'il battra bien sûr son record de la saison dernière. Et Jude Bellingham est entré dans l'histoire hier en devenant le meilleur buteur du Real Madrid lors de ses 15 premiers matchs. Donc 15 matchs, 14 buts, il fait mieux même que Cristiano Ronaldo, même Di Stefano qui avait inscrit 13 buts au bout de leurs 15 premiers matchs. Et Bellingham lui en a marqué 14. Donc voilà, il fait encore mieux que Cristiano Ronaldo, le joueur anglais. Et Nacho a passé un moment avec son frère Alex après le match opposant Cadiz, parce que son frère Alex, frère de Nacho, joue à Cadiz et Nacho joue au Real. Et du coup, les deux, on peut parler ensemble, bien sûr, à la fin de cette rencontre. On va parler cette fois-ci du Barça qui jouait cet samedi à 14h du côté du Rayo Vallecano. Toujours une équipe compliquée. Par exemple, le Real Madrid avait fait 0-0 il y a à peu près 3 semaines contre eux. Donc là, le Barça, ils n'ont pas fait mieux. Bon, ils ont fait un nul, un partout. Donc les deux buteurs, le jeune buteur contre son camp côté Blaugrana et Lopez, côté Rayo Vallecano. Donc les stats de la partie, 4 tirs cadrés pour les deux équipes. Et à noter que le Barça actuellement, c'est pas fou, ça en dents de scie un petit peu les performances. Ils gagnent, puis le match d'après, ils perdent ou ils font nul. Regardez, les 4 derniers matchs, c'est pas fou pour cette équipe du FC Barcelone qui perd beaucoup de points. Attention, et pas de pénalty. C'est vrai qu'ils auraient même peut-être gagné le match parce qu'il y a eu pas mal de séquences où l'arbitre aurait pu siffler un pénalty, par exemple là, sur cette faute de Rafinha. Donc je vous cache pas, j'ai pas vu le match, j'ai pas pu le voir, c'était à 14h samedi. Mais j'ai vu le résumé, j'ai vu pour moi la faute du genre du Rayo qui touche totalement Rafinha. L'arbitre n'a rien dit.
ça aurait pu bien sûr bénéficier d'un penalty pour le Barça. Et nous sommes tous avec toi Gavi, le Barça a tenu à porter son soutien à Gavi après sa grave blessure. Donc voilà, ils avaient tous ce maillot avec le petit message par rapport au bon rétablissement bien sûr de Gavi. N'oubliez pas, blessé jusqu'à septembre prochain. L'Atlético Madrid a joué, c'était samedi soir contre Mallorca et l'Atlético s'est imposé, petite victoire 1-0. Griezmann, l'unique buteur du match. Quelle saison pour Griezmann. Donc déjà, l'Atlético a sens unique à 20 tirs mais seulement 3 tirs cadrés. Il y a quand même 17 tirs hors cadre pour l'Atlético. Mais bon, ils ont gagné le match, c'est bien ça le plus important. Et Griezmann, les gars, en Liga cette saison, c'est très fort. 13 matchs, 9 buts, une passe D. Les deuxièmes meilleurs buteurs actuellement de la Liga, derrière Jude Bellingham. Donc depuis le mondial 2022, Griezmann est de retour à son prime. C'est que actuellement, là, c'est le prime de Griezmann. Il enchaîne les buts avec l'Atlético. En plus d'être tellement impliqué dans le collectif, il est bon dans le jeu. Il marque des buts. Que dire, bien sûr. Actuellement, il nous fait une énorme saison. Grisou qui est déjà 9 buts inscrits en Liga. Et autour de 170 buts sous les couleurs de l'Atlético. Griezmann va bientôt devenir le meilleur buteur des Colchoneros. Il n'est plus qu'à 3 buts du premier au classement, qui est Luis Aragonés, qui a 173 buts dans sa carrière. Luis Aragonés du côté de l'Atlético. Griezmann est à 170. Donc voilà, plus que 4 buts pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de cette équipe de l'Atlético Madrid. Donc il deviendra certainement dans la saison. Enfin, peut-être pas en 2023, on verra. Peut-être voilà, courant 2024. Et toujours avec lui, donc je dois me surpasser pour être une légende dans ce club. C'est ma mission. D'ici 2024, je veux apporter de la joie aux supporters et un titre pour l'Atlético. Ça serait un rêve. Donc voilà, Griezmann, il veut un titre, que ce soit Coupe du Roi, que ce soit Ligue des Champions, que ce soit une Liga. C'est vrai qu'ils peuvent remporter la Liga, bien sûr, l'Atlético, quand on voit ce qu'ils sont en train de réaliser cette saison. La Real Sociedad contre Séville, c'était hier et c'est la Real Sociedad qui s'est imposée 2-1. Donc à noter que côté sévillien, ils ont pris quand même 2 cartons rouges, ce qui a pénalisé totalement l'équipe. Donc les stats de la partie, et un rouge a été pris par Sergio Ramos. Bon, comme souvent, donc bon, c'est un joueur que j'adore, mais je sais qu'il est fait souvent des grosses fautes, et la preuve, il a pris un rouge direct. Regardez, c'est ce gros tac qu'il a fait Ramos. Donc regardez, il aurait pu casser la jambe, un gros tacle en plein tibia, donc bien sûr rouge mérité pour Sergio Ramos qui loupera certainement les 3 prochaines rencontres. Du coup, tous les autres résultats, donc j'ai parlé vraiment des plus grosses équipes. Par exemple, le Betis s'est imposé hier 1-0 contre Las Palmas. Il reste une grosse équipe, c'est Gérone qui réalise un énorme début de saison. Joue ce soir contre Bilbao. Gérone, on parlera bien sûr du résultat demain. Le classement, ça donne quoi? Donc le Real Madrid est en tête provisoire en attendant le match de Gérone. Si ce soir Gérone s'impose, ils retourneront leader de la Liga, mais c'est Bilbao en face, c'est quand même un gros morceau. Donc l'Atlético 3e et le Barça 4e. Du classement, donc quasiment les plus grosses équipes espagnoles bien sûr sont déjà tout en haut de ce classement. Du côté de l'Italie, on commence avec la Juventus Turin contre l'Inter Milan, un partout. Vlahovic et Lautaro Martinez ont été les 2 buteurs en 6 minutes, les 2 buts ont été inscrits, après le score n'a plus bougé et du coup ça fait partage de points entre ces 2 équipes. Donc la Juve s'en sort plutôt bien, seulement 4 tirs pour la Juventus, ça a été une Juve très très médiocre, moins tir cadré, un but, et voilà, l'équipe de l'Inter beaucoup plus de tirs, quand même 8 tirs, 4 tirs cadrés, ils auraient peut-être mérité mieux tout simplement cette équipe de Milan. Et Martinez, l'unique buteur côté Inter. Donc cette saison en Serie A, c'est 13 matchs et c'est 13 buts pour lui. C'est lui actuellement le meilleur buteur bien sûr du côté de cette Serie A. Et 15 buts pour Lautaro si on rajoute, parce que là c'est seulement en Serie A, donc si on rajoute la Ligue des Champions, la Coupe d'Italie, il monte son total à 15 buts. Lautaro pour une passe D. Et Marcus Thuram, les gars, 5 buts et 6 passes D. Par exemple, le but de Lautaro Martinez lors du match, c'était Marcus Thuram qui lui a délivré la passe décisive. Et toujours sur ce match, Federico Di Marco qui donne sa veste à la petite fille qui avait froid. C'était lors de l'avant-match, quand il rentrait sur la pelouse. Donc beau geste bien sûr du joueur italien. On va parler de l'AC Milan qui jouait contre la Fiorentina, et l'AC Milan s'est imposé 1-0 grâce à Théo Hernandez, buteur sur penalty juste avant la mi-temps. Donc là aussi petite victoire, mais ça donne 3 points au classement pour l'équipe de Milan. On peut voir les tirs, 20 tirs quand même pour la Fiorentina, seulement 9 pour l'AC Milan, mais c'est bien l'AC Milan qui a été plus efficace. Et on va parler de ce joueur que j'ai parlé là beaucoup ces derniers temps, Camarda, et c'est historique, l'entrée en jeu du plus jeune joueur de l'histoire de la Serie A. Francesco Camarda a 15 ans, il a joué ses premières minutes du côté de la Serie A, et c'est simple, jamais un joueur aussi jeune avait joué, parce qu'il n'a pas commencé titulaire, il est rentré en cours de jeu, donc c'est fou, donc 15 ans et 261 jours exactement, il est né en 2008. Imaginez, je suis sûr là il y en a plein peut-être qui me regardent, les gars, vous avez peut-être cet âge là, peut-être 16 ans, vous êtes déjà plus vieux que ce joueur, les gars, qui a déjà joué lui en première division italienne.
incroyable. Ce nom a surveillé donc ses parents, sa mère et son père étaient bien sûr très émus. On peut voir sa mère en larmes quand elle a vu son fils faire ses premiers pas, on peut dire, en équipe A du côté de l'AC Milan. Donc regardez une photo de lui qui date il y a encore 3 ans, donc il avait seulement là 12 ans, donc il est avec un certain Zlatan Ibrahimovic du côté des installations du côté de l'AC Milan. Et Camarda n'était pas encore né quand Facebook et Twitter ont été inventés. Donc le premier iPhone est sorti et Netflix a démarré. Il n'était même pas encore né quand tout ça s'est fait en gros lors des années précédentes. Donc c'est fou bien sûr. Donc on lui souhaite bien sûr une très belle carrière, mais déjà ce qu'il a pu montrer dans les catégories jeunes, on pense, et quand il joue déjà à 15 ans avec l'équipe A, on pense qu'il peut réaliser bien sûr une très belle carrière. Camarda. Toujours sur ce match, les gars, à noter que Iconi et Mike Maignan se sont retrouvés. 2 anciens joueurs lillois et un jouait du côté de Milan, l'autre jouait à la Fiorentina. Ils ont été l'un contre l'autre lors de ce match. C'était samedi soir. On continue avec les autres matchs. L'AS Roma contre Udinese, et c'est l'AS Roma qui s'est imposé 3-1 lors de cette rencontre. Donc Mancini, Dybala et El Shaarawy ont été les 3 buteurs. À noter que Florian Thauvin était buteur côté Udinese, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Et en parlant de Thauvin, les gars, c'est son 2e but en Serie A. Félicitations à lui, on peut voir rapidement les stats dominés bien sûr par l'AS Roma. Le Napoli tient pour sa première sur le banc, celui qui a remplacé Rudy Garcia, Walter Mazzarri, donc voit son équipe s'imposer 2-1 face à l'Atalanta Bergame, en plus à l'Atalanta. Donc belle victoire de Naples, les gars, pour la première de ce nouveau coach, Walter Mazzarri. Et sinon tous les autres résultats, bon je parlais de quasiment les plus grosses équipes, ce soir 2 matchs, Hellas Vérone, Lecce et Bologne-Torino qu'on parlera bien sûr demain. Et concernant un match, le premier tout en haut, Salernitana-Lazio, c'était samedi, la Lazio s'est inclinée 2-1, mais Immobilier a inscrit un but. Et c'est un record, Immobilier devient le premier joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 buts en Serie A à l'extérieur, je vous parle bien. Donc c'est bien sûr le meilleur buteur de l'histoire de la Lazio, meilleur buteur à l'extérieur en Serie A. C'est le capitaine, c'est une légende, bien sûr, le joueur Immobilier. Regardez le meilleur buteur en série actuellement au classement, donc c'est Lautaro Martinez, 13 buts. Et on parlait d'Immobilier juste avant, il n'a toujours pas inscrit 6 buts comme cette saison. C'est vrai que je ne sais pas il a combien, mais bon, il n'a toujours pas inscrit 6 parce qu'on ne le voit pas encore parmi les meilleurs buteurs. Notez que Giroud, les gars, il est quand même 2e ex aequo, meilleur buteur de la série. Et le classement, ça donne quoi? Donc l'Inter devant la Juve, Milan 3e et Naples à la 4e position de ce championnat italien. Et on finit avec le dernier championnat, j'ai déjà parlé 4 gros championnats, il en reste un, c'est le championnat allemand. Et on commence avec la surprenante équipe du Bayer Leverkusen, c'est fou, qui réalise un énorme début de saison. Ça continue pour eux, ils jouent du côté du Werder de Brême et 3-0 pour Leverkusen, un but contre son camp. Frimpong, Grimaldo, encore ces deux-là, défenseur droit, défenseur gauche ont été les 2 buteurs. Plus un but contre son camp, c'est fou. Donc voilà, bon, ça a été un match à sens unique. Regardez-moi cette domination, les gars. 13 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts, très efficace devant. Et surtout, ils ne concèdent quasiment rien. Le Werder, les gars, c'est seulement 2 tirs dans le match. 2 tirs en 90 minutes, ça fait un tir par mi-temps, c'est très très peu. Donc voilà, le Leverkusen est vraiment impressionnant. Et cette saison, ça continue. Voilà, cette magnifique stat. 18 matchs, 17 victoires, 1 nul, 0 défaite. Le nul, je le répète, ça a été un 2 partout contre le Bayern Munich. C'était en tout début de saison. 62 buts déjà inscrits et seulement 14 buts encaissés par l'équipe de Xabi Alonso, c'est le coach de cette équipe, incroyable. Et les 2 latéraux, Frimpong, Grimaldo, vous avez dit les 2 buteurs du match. Donc Frimpong, les gars, c'est défenseur droit, c'est 6 buts et 6 passes D, pour un défenseur droit, c'est exceptionnel. Et Grimaldo, défenseur gauche, donc c'est 9 buts et 6 passes D. Alors, on se prend compte aussi les stats qu'il a avec l'Espagne, parce qu'il a été buteur lors de la trêve. Donc voilà, c'est fou les gars, 9 buts et 6 passes D pour Grimaldo qui joue défenseur gauche. Il a des stats bien meilleures que beaucoup de numéro 9 actuellement en Europe. On continue avec Dortmund contre Gladbach. Et Dortmund s'est imposé 4-2 dans un match complètement fou. Regardez, bon, tout d'abord les statistiques. Dortmund, c'est 13 tirs cadrés, c'est énorme. Déjà quand tu dépasses à avoir des 10 tirs cadrés dans le match, c'est énorme. Mais alors 13, il y a eu quand même 9 arrêts du gardien de Gladbach. Sans le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Mais regardez ce scénario fou. Le Borussia Gladbach menait 2-0 dans le match. Donc on sait que pour Dortmund ça va être compliqué, mais non les gars, ils ont fait une remontada et marqué 4 buts et du coup gagné le match 4-2 contre leur adversaire. Leipzig jouait du côté de Wolfsburg et Leipzig s'est incliné 2-1. Poulsen, l'unique buteur côté RB Leipzig. Pourtant Leipzig a dominé, les stats là aussi, 26 tirs, 10 tirs cadrés aussi pour Leipzig, seulement un but marqué, 9 arrêts du gardien de Wolfsburg qui réalise la bonne opération en faisant 4 tirs cadrés en mettant 2 buts, 1 but de plus que Leipzig, et bien sûr ils ont gagné. Tous les autres résultats du côté du championnat allemand, le Bayern Munich on n'a pas parlé parce qu'on a parlé samedi vu qu'ils ont joué vendredi soir. Et le classement les gars de cette Bundesliga toujours dominé par Leverkusen qui a tout gagné à part un nul contre le Bayern Munich qui est 2e. Après il y a le creux avec Stuttgart qui a 27 points, après il y a Dortmund 24 points, donc voilà, il y a déjà des sacrés creux on peut dire en tête de la Bundesliga. Et on finit avec ça, on est déjà 42 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal, mais bon c'est comme tous les lundis, vous savez que c'est toujours long le midi, enfin le lundi, parce qu'on fait tout le débrief de ce qui s'est passé lors du week-end. On se retrouve tout à l'heure, l'after zap image, tout à l'heure les gars, il y a aussi des autres championnats comme le championnat turc,
le championnat néerlandais ou même portugais qu'on parlera tout à l'heure, parce que ça a joué aussi dans ces championnats. Ce week-end, allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure.